Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Il y a 3000 ans de cela, le roi Wu de la dynastie des Zhou accorda une belle quantité de bronze à un certain Li. Ce présent royal n'aurait pu le combler davantage. Li fit fondre le précieux métal pour en faire un guei, un type de vase rituel. Li était alors un grand fonctionnaire de l'État. Même si son vase de bronze ne semble pas particulièrement impressionnant, certains historiens le considèrent pourtant comme un trésor. Quels sont donc les secrets qu'il renferme? 这里是中国国家博物馆地下2层古代中国基本陈列，我是国家博物馆的讲解员袁硕。长久以来，咱们中国的学者一直对史书上的记载有所怀疑，其中最经典的一个例子，莫过于《史记》中对牧野之战的记载。司马迁在《史记》中描述到，当周武王讨伐商纣王时，殷商王朝竟然组织起了70万人的作战队伍。 Compte tenu de la population de l'époque, ce chiffre paraît grandement exagéré. Quant à la date de la bataille, des historiens en proposent au moins 44 différentes. 辉煌伟大的周王朝是什么时候建立的？我们之前竟然都没能得出一个清晰的结论，这实在是太让人遗憾了。好在，青铜厉鬼出土了。 Dans l'Antiquité, le gouet était un récipient dans lequel on conservait les céréales déjà cuites. Dans la société très hiérarchisée des Zhou occidentaux, chaque récipient utilisé pour les rites et les banquets avait une grande portée symbolique pour celui qui avait le droit de l'utiliser. Pour les rituels, les banquets ou les inhumations, si le roi disposait de 9 dings et de 8 gui, le prince n'avait que 7 dings et 6 gui, et le grand fonctionnaire, plus que 5 dings et 4 gui, et ainsi de suite, jusqu'en bas de la hiérarchie. À partir de là, et pendant plus de 3000 ans, les rites vont forger la pensée et les codes de conduite. La Chine restera pour longtemps le pays des rites. Ce type de guei de la dynastie des Zhou n'a donc rien d'une rareté. Par contre, le guei de Li possède une caractéristique que les autres n'ont pas. Une inscription d'une trentaine d'idéogrammes gravés en son fond et qui relate la victoire des Zhou sur les Shang, une inscription qui pourrait se traduire ainsi. Le matin du jour, appelé Jiazi, lorsque la planète Jupiter fut à son zénith, le roi Wu des Zhou défie les armées de la dynastie Shang. D'abord, les experts utilisèrent la méthode de datation par le carbone 14 pour analyser des résidus de cendres provenant de la dynastie des Zhou occidentaux. Ils établirent ainsi que la victoire des Zhou sur les Shang se situait entre 1050 et 1020 avant notre ère. Puis, suivant les informations que donnait l'inscription, des astronomes conclurent avec certitude que la célèbre bataille de Mouillé, jour de Jiazi, où Jupiter avait atteint son zénith, correspondait au 20 janvier 1046 avant Jésus-Christ. Un grand mystère de l'histoire venait d'être résolu. En traçant clairement une ligne de démarcation entre les dynasties Shang et Zhou, le guet de Li faisait son entrée dans l'histoire. 当然，对于这30多字铭文的解读，一些学者也提出了自己的意义。只能说，目前我们只是暂时得到了一个大体上还算认同的说法。如果我们要想得到最终的定论，恐怕还需要进一步的发掘和研究。 Pour les gens ordinaires, le plus important n'est pas de déterminer avec précision la passation de pouvoir entre les dynasties Shang et Zhou. En fait, l'essentiel ici, c'est ce bref message d'une trentaine d'idéogrammes et vieux de plus de 3 millénaires qui nous permet de communiquer avec ces Chinois si lointains. De plus, la moitié supérieure de ce guet est justement l'ancêtre direct de nos bols d'aujourd'hui. Des bols qui servent à nourrir notre corps aussi bien que notre âme. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
Cet objet imposant, richement décoré de motifs complexes, renferme un secret que seul le sage pourrait voir. Ce vase, que l'on peut voir exposé dans la collection des trésors nationaux, rapporte l'histoire de deux jeunes gens dont les cœurs battent à l'unisson et d'un pays qui entend rester fidèle à ses aspirations. Il y a 3000 ans, deux jeunes gens ont pu admirer le même coucher de soleil. L'un bâtira une ville toujours prospère aujourd'hui, l'autre forgera un vase de bronze qui traversera plus de 10 dynasties. Leurs pères se sont durement battus côte à côte pour fonder une nouvelle dynastie, celle des Zhou. L'un est le nouveau roi, Cheng, monté sur le trône voilà 5 ans. L'autre est un cousin du nom de He. Bien que le nouveau roi n'ait guère plus de 10 ans lorsqu'il accède au trône, il a la chance d'être guidé par l'un de ses oncles, le duc de Zhou, un homme qui sera plus tard donné en exemple par Confucius lui-même pour son grand sens politique. Obéissant aux dernières volontés de son père, le jeune roi décide de déplacer la capitale de Xi'an à Luoyang, soit 300 km plus à l'est. La vision du nouveau roi enthousiasma le jeune He. Étant donné que son père avait servi l'ancien roi de façon honorable, He voulut faire aussi bien que le nouveau souverain. Ayant reçu l'aval du roi, He forgea le Tsun et grava une inscription sur le fond étroit du vase en bronze rapportant les exploits du monarque, ceux de leurs pères respectifs, ainsi que les avertissements du roi à son encontre. Parmi les 122 idéogrammes qui forment le message, les archéologues défrichèrent un passage en particulier signifiant « résident au pays du milieu ». Ils comprirent alors quel était le secret millénaire que renfermait le vase. En effet, nous avons ici le tout premier exemple de l'expression chinoise « pays du milieu », qui aujourd'hui n'a d'autre signification que la Chine. Cet ancien idéogramme représente des bannières délimitant un centre au milieu. Quant à l'idéogramme signifiant pays, il se compose notamment d'une hallebarde le protégeant des incursions ennemies et garantissant sa sécurité. L'inscription du Tsun fait référence au centre du monde connu à l'époque, à savoir la nouvelle capitale Chengzhou, un lieu qui correspond à la région de Luoyang, province du Henan. Ce message dédié aux ancêtres de He semble avoir été écrit aux Chinois d'aujourd'hui. Au cours des 3000 ans écoulés et des changements dynastiques, le terme « pays du milieu » a évolué, désignant tour à tour un centre géographique, politique, culturel, voire même l'orthodoxie de la dynastie régnante. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le terme « pays du milieu » ou « Zhongguo » en chinois se mit à désigner le nom du pays sur les documents officiels. 3000 ans ont passé, et il y a bien longtemps que ces deux jeunes gens ont disparu, recouverts avec tant d'autres par la poussière du temps. Seule la ville de Luoyang a subsisté, plus prospère que jamais. C'est en 1963 que ce vase en bronze, lui aussi enfoui depuis longtemps sous la poussière, a été découvert dans une colline du Shanxi. On le surnomma alors le Tsun de He. Bien qu'il a perdu de son éclat d'antan, les 122 idéogrammes qu'il renferme n'ont pas trahi les attentes de son ancien maître. Après 3000 ans, les réalisations glorieuses des anciens sont lues et relues par les vivants. Pendant 3000 ans, le terme « pays du milieu » est resté enfoui sous la terre. Aujourd'hui, à nouveau à la lumière, le pays qu'il désigne s'étend sur 9,6 millions de kilomètres carrés et s'appelle la Chine. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
Depuis la dynastie des Zhou occidentaux, j'ai passé 3000 ans sous terre. Le temps est mon compagnon. Le fil qui me traversait a depuis longtemps disparu. À présent, seule la lumière lie entre elles les 204 pièces de jade de mon corps. Ces 204 pièces qui portent en elles autant de symboles forment une longue phrase, une parure discursive, un monde à découvrir. Dans ce monde-là, les écailles de dragon et les plumes d'oies sauvages partagent un même ciel. Les poissons de la mer et les vers à soie des mûriers sont reliés à un seul et même fil. Deux dragons enlacés. Un dragon et un phénix. Une tête humaine sur un corps de dragon. Ces créatures imaginaires, ou bien observées dans la nature, se retrouvent gravées sur des morceaux de jade. Qu'elles s'enfoncent dans les flots ou traversent les cieux, les créatures se retrouvent peu à peu sur un seul et même corps. Cette parure était conçue pour s'étendre du cou jusqu'aux pieds et appartenait à l'épouse d'un noble du royaume des djinns. Elle portait également de longs pendants d'oreilles en jade. Enfin, tout son visage était recouvert d'une parure de jade. Les Chinois de l'époque pensaient qu'en portant tout un monde sur soi, les centaines de millions d'années du jade et les quelques décennies d'un être humain pouvaient interagir et produire l'expression de l'amour humain envers toutes les manifestations de la nature. Sans parler du bronze, le jade est le cadeau pérenne que nous a légué la dynastie des Zhou. La dynastie des Zhou était régie par une hiérarchie très stricte qui se manifestait visuellement par le port de bijoux. Quiconque portait ce genre de parure ne pouvait que marcher avec lenteur. Ainsi, plus le statut social était élevé, plus la parure était longue et complexe, plus le rythme des pas était lent. Le système des rites était la main invisible qui contrôlait la bonne marche de la société. Le jade servait ici de vecteur pour communiquer avec les esprits de la nature et les ancêtres du clan. Le jade était enfin le reflet des qualités que devait posséder l'homme de bien et de la grâce qui devait émaner de son pendant féminin. Il y a des centaines de millions d'années, les convulsions de la croûte terrestre ont donné naissance au jade. Les anciens Chinois l'ont excavé, ramassé et tenu dans leurs mains. Cette parure, avec ses pièces de jade d'1 millimètre d'épaisseur, est un sommet de l'art. Elle fait penser à une rivière figée, un glacier qui glisse par-delà le cycle de la mort et de la vie, dynastie après dynastie. Lorsque l'on sait que ces jades sont vieux de centaines de millions d'années, cette parure de 3000 ans nous paraît alors bien jeune. Avec le jade, rituel ou ornemental, les Chinois ont voulu porter sur eux la beauté du monde. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Lorsque nous croisons le regard de ces têtes de bronze, il ne fait aucun doute que nous appartenons à une même humanité.
mais leurs traits montrent clairement qu'il ne saurait s'agir de personnes ordinaires. Leurs yeux saillants et leurs lèvres fines leur donnent en effet un grand air de dignité. Les lobes des oreilles sont percés. Dans la haute antiquité, porter des pendants d'oreilles était la marque d'un rang social particulier. Au total, ont été découvertes 57 têtes de bronze, toutes différentes. Si certaines ont le sommet du crâne rond, d'autres l'ont plat, et d'autres enfin ont un visage d'or. Celles qui ont le crâne rond portent un bandeau qui se termine par une sorte de nœud à l'arrière du crâne, faisant penser à un chignon. Toutes celles qui ont le crâne plat portent une natte et la plupart ont un chapeau simple et sans fioriture. Une seule exception toutefois, ce couvre-chef décoré de motifs circulaires. Ce bandeau tressé est un accessoire que l'on retrouve très souvent dans la culture antique de la province du Sichuan. Parmi toutes ces têtes, seuls 4 portent un masque d'or. Les masques sont en grande partie écaillés, mais il s'en trouve encore un en assez bon état. L'or a été martelé et transformé en feuilles. Feuilles que l'on a fixées sur le visage grâce à un mélange de laque et de chaux. Depuis toujours, l'or est le symbole du pouvoir. Un éclat aussi lumineux donne manifestement à cette personne un statut encore plus élevé. Cependant, parmi toutes les têtes de bronze découvertes sur le site de Sanxingdui, province du Sichuan, il s'en trouve une qui sort du lot. Ses traits sont plus délicats, mais surtout, il manque au sommet du crâne son couvercle d'origine. Après considération, de nombreux experts sont arrivés à la conclusion qu'il devait s'agir d'une femme. Dépourvu des signes extérieurs de sacralité, le personnage nous apparaît sous un jour plus humain. Mais d'où viennent donc toutes ces têtes? Et pourquoi présentent-elles des traits si différents des nôtres? L'ancienne culture Shu a toujours été associée au bassin du Sichuan. Pourtant, elle est rarement évoquée dans les chroniques officielles. Lorsque ce site archéologique exceptionnel a été mis au jour, on s'est pris à imaginer que ces visages de bronze, à l'air si digne, portaient leur regard vers un pays natal perdu dans le temps. Alors que la période des royaumes combattants touchait à sa fin, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le pays de Shu tomba aux mains du royaume de Qin. Le roi de Shu détenait à la fois le pouvoir séculier et religieux. On pourrait tout à fait le comparer à un chaman. Parmi tous ces bronzes, cette grande statue est celle qui occupe le rang le plus haut, celle d'un roi qui détient le pouvoir politique tout en étant capable de communiquer avec les esprits. Vers la fin de la culture de Sanxingdui, la dynastie de la plaine centrale, celle des Shang, fabriquait de grandes quantités d'armes, d'ustensiles, de récipients en bronze utilisés pour des sacrifices humains. L'époque était avide de sang. Pourtant, les fosses sacrificielles de Sanxingdui ne contiennent ni armes, ni restes humains ou animaux. Apparemment, ces grands personnages à la triste figure avaient édifié une culture humaniste en avance sur l'époque. Ce fut peut-être d'ailleurs la raison de sa grandeur, mais également la cause de sa fin. Mais d'où vient donc l'imagination hors norme de la culture de Sanxingdui? Lorsque nous croisons le regard de ces statues, l'émotion indescriptible qui se met alors à résonner en nous est peut-être l'écho de l'énigme universelle. L'énigme que l'humanité a toujours voulu percer, celle de sa finalité. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. La richesse du site archéologique de Sanxingdui, province de Sichuan, a dépassé tout ce que l'on pouvait espérer. Dans cette fosse sacrificielle, malheureusement,
les 3000 années écoulées semblaient avoir causé des ravages irrémédiables. Il s'agit ici de la fosse numéro 2, dans laquelle ont été trouvés plusieurs centaines de fragments de bronze. L'ensemble de ces morceaux, une fois recollés ensemble, pourrait-il donner un aperçu de ce monde disparu? Il fallut pas moins de 8 années au restaurateur de Sanshindwe pour remettre en état cet objet 3 fois millénaire qui se révélera le plus imposant et le plus complet de tous. Mais une fois reconstitué, l'objet fut la source de nouvelles interrogations. En effet, personne n'a encore été en mesure d'expliquer la finalité de l'objet. Aujourd'hui, cet objet de bronze mesure 3,96 mètres de haut. Il est constitué de 2 parties, la base et le tronc. Le sommet de l'arbre est manquant. La base est un trépied et le tronc se divise en 3 segments de plus en plus hauts. Le tout semble former un arbre. De chaque segment du tronc part une ramure de 3 branches portant des fruits. Soit les branches poussent vers le haut, soit vers le bas. L'arbre compte en tout 9 oiseaux perchés sur les fruits des branches recourbées vers le haut. On peut également remarquer quelque chose de peu commun. Un dragon descend le long du tronc, prêt, semble-t-il, à prendre son envol. On s'imagine alors sans difficulté la danse grandiose qu'il s'apprête à exécuter en plein ciel. Cet arbre n'appartient visiblement pas à notre monde. Il ne correspond ni à la vision de la nature qu'avaient les hommes de cette ancienne culture, ni à une simple observation des oiseaux. Il se peut que cet arbre ait eu une finalité spirituelle, qu'il ait été un lien entre l'ici-bas et l'au-delà. Mais il se peut également que le mystère de l'arbre aux esprits ne s'arrête pas là. Il existe en effet un autre arbre de bronze dont, jusqu'à présent, seul le socle a été restauré et qui offre un symbolisme encore plus puissant. Chaque côté du trépied s'accompagne d'une figurine agenouillée et dont il manque les bras. Mais si l'on s'en réfère aux autres figurines de bronze déjà découvertes, on peut très bien imaginer qu'au bout de leurs bras, ces dernières tenaient un ustensile destiné au sacrifice, tel un jang ou un tsang. De la même façon, de très nombreux objets de bronze découverts à Sanshindwe témoignent de la créativité peu commune de ceux qui les ont réalisés et qui ont tenté, par l'intermédiaire de l'art, de relier la terre au ciel. Ces objets symboliques, l'arbre aux esprits y compris, étaient vraisemblablement utilisés lors de cérémonies religieuses. Par-delà la forme qu'on leur avait attribuée, ces objets symboles devaient sans doute avoir le pouvoir de traverser le temps et l'espace. Tout autour du monde, les arbres ont souvent été considérés comme des esprits faisant lien entre le monde terrestre et le monde spirituel. L'histoire, la civilisation, l'imagination, il semble que tout se soit développé à partir d'un tronc commun, un peu comme le feraient les branches d'un arbre. Dressé entre la terre et le ciel, l'arbre aux esprits est devenu l'un des premiers symboles importants de l'humanité. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. En un instant, un rayon d'or illumine la terre. En un instant, les 3000 ans qui nous séparaient de ces oiseaux divins ne sont plus.
De toutes les découvertes du site archéologique de Jinsha, province du Sichuan, il s'agit de la plus stupéfiante, de 12,5 cm de diamètre et d'une épaisseur d'à peine 0,02 cm. Ce disque est constitué d'or pur à 94,2%. On dit de cet objet qu'il émet la lumière de la vie. Les 5 grandes civilisations du monde antique ont toutes rendu un culte au soleil. Mais ici, cette représentation du soleil qui tient dans la main est des plus mystérieuses. Certains disent que cette boule de feu qui tourne représente le dieu soleil et que les 4 oiseaux qui l'entourent sont ses émissaires, symboles des 4 directions. D'autres disent qu'il s'agit d'une représentation du soleil lui-même et que ce sont les 4 oiseaux divins qui le déplacent à travers le ciel, ce qui correspondrait à ce qui est décrit dans la mythologie chinoise. D'autres disent encore que la chaîne que forment les oiseaux représente le cycle des saisons et que les 12 épis d'or du soleil correspondent aux 12 mois de l'année. Il est vrai que le 4 et le 12 coïncident avec la marche du temps, cadeau de la nature fait aux hommes. Ces anciens Chinois du royaume de Shu ont ainsi utilisé le métal le plus précieux pour réaliser une représentation de leur univers qui puisse tenir sur la paume de la main. Le relief particulier de leur pays était source de phénomènes météorologiques tout aussi particuliers. Aussi, leur habitude d'observer la nature avec minutie leur servit à comprendre la course du soleil et le cycle des saisons. Ces hommes du royaume de Shu surent alors créer des images que les yeux étaient incapables de voir. Le symbole était né, et avec lui, le monde des divinités. Que ce soit des objets en forme d'œil ou d'oiseau, leur symbolique a toujours un lien avec le soleil et correspond aux connaissances de l'époque sur la lumière et sur la nature. Plus ancienne que ce royaume de Shu, la culture de Sanxingdui possédait une symbolique comparable, avec des roues solaires, des oiseaux, des yeux, etc. Visiblement, dans le royaume de Shu, ces objets en or qui étincelaient autant que l'astre solaire avaient un grand pouvoir de fascination. C'est ici qu'a été découverte la mythique feuille d'or, un lieu qui, d'après les experts, servait aux cérémonies sacrificielles. Dans les 9 trous de forme carrée et disposés en rangées, devaient sans doute se loger les piliers d'un autel. Tout autour ont été trouvés des fosses sacrificielles remplies de défenses d'éléphants, de ramures de cerf, de grès de sanglier, d'objets en pierre, en jade ou encore en or. Il y a 3000 ans, ce lieu était donc le théâtre de grandes cérémonies destinées non pas à honorer un homme, mais à honorer la nature. Alors que l'humanité sortait progressivement du monde animiste, se perdait en même temps le sens et la finalité de cette feuille d'or. En 2005, c'est parmi plus de 1600 motifs différents qu'a été choisi ce disque solaire pour être l'emblème du patrimoine culturel de la Chine. Soleil et oiseaux divins sur feuille d'or. Un petit univers de 20 grammes d'or, et sur ce disque de 0,02 cm d'épaisseur où le temps s'écoule, nous ne sommes guère plus que grains de poussière.